Alors, on va passer à la première table ronde. Je vais demander à Marie Buisson, directrice juridique de l'Association nationale des industries alimentaires, donc de l'ANIA, de me rejoindre. Je vais demander à Thibaut Buissonnaire, directeur adjoint de la direction de la communication et des relations extérieures de la coopération agricole. Et je vais demander à Jacques Davy, mais je l'ai vu s'absenter 30 secondes, il va revenir, directeur des affaires juridiques et fiscales de la Fédération du commerce et de la distribution, donc de la FCD. Merci d'être avec nous aujourd'hui, à tous les deux et bientôt tous les trois. J'ai l'impression que Jacques va être un peu embêté quand il va descendre l'escalier. On va l'applaudir, ça le mettra dans l'ambiance. Quoique s'il y a beaucoup d'industriels dans la salle, ce serait rare de voir les distributeurs applaudir les industriels applaudir un distributeur. Mes questions sont relativement simples pour cette première table ronde. Nous sommes 30 minutes ensemble. Finalement, le nouveau dispositif des Egalim 3 ou des Crozailles, est-ce qu'il facilite les négociations ou est-ce qu'elles seront encore plus compliquées? Je n'utilise pas le mot de Michel-Édouard brutal, mais tout simplement compliqué. Marie Buisson, on va commencer avec vous. Excusez-moi, je vais juste me taper un petit peu l'incrustation. Oui. Parce que nous avons également prévu de présenter le projet de loi de façon à ce que la table ronde puisse communiquer sur les deux projets. Parce que les tables rondes vont se répondre en écho sur les deux projets. Donc ça donnera un petit peu de temps à notre ami Jacques également pour revenir. Alors ce projet, c'est une analyse à chaud. Hein. C'est pas toujours facile de faire des analyses à chaud. Est-ce qu'on peut envoyer les slides, s'il vous plaît, du projet? Voilà. Donc une analyse à chaud qui montre que nous allons travailler sur la dernière mouture, c'est donc celle qui correspond à l'accord de la commission mixte paritaire en date donc, du 6 novembre donc, 2023, et dont la mesure phare a déjà été surannoncée, hein, c'est-à-dire donc l'avancement exceptionnel des dates butoirs donc, de signature des conventions, de façon à ce que le consommateur, vous l'avez fort bien dit madame, puisse donc bénéficier d'éventuelles réductions de prix. Hein. Je mets un éventuel et un conditionnel là où effectivement on attend peut-être un futur. Alors, sur le périmètre d'application donc du texte, le texte nous dit que ce nouveau projet, donc qui sera une loi hein, dans les prochains jours, est applicable à toute convention portant sur des produits de grande consommation. Ce sont les produits évidemment essentiels hein, donc pour le pouvoir d'achat. Portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français, conclus entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, c'est donc la position du Sénat qui a été donc retenue, et tout fournisseur de produits de grande consommation, sans que ces changements donc de calendrier ne viennent remettre en cause les principes d'annualité des conventions 441.3, 4 et 443-8. Ce sont les conventions qui gèrent donc la formalisation de la négociation commerciale des produits de grande consommation, ni l'accord de modération, nous dit-on, du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante, donc qui s'applique donc à certains donc, territoires donc ultramarins. Ces territoires ultramarins sont d'ailleurs donc également exclus donc, du dispositif. Ils ne s'appliquent pas aux distributeurs établis dans les collectivités mentionnées à l'article 72.3 de la Constitution, qui renvoie donc, également à l'article 73. Donc, on va dire que tous les territoires donc, ultramarins ne sont pas donc, visés par le dispositif. Et cela pour les produits commercialisés dans ces collectivités. L'idée, c'est que le nouveau projet ou la nouvelle loi ne vienne pas remettre en cause les travaux qui ont déjà été opérés dans ces territoires pour la défense du pouvoir d'achat. Donc, nous allons avoir désormais deux situations donc, à gérer. Ces situations donc, de date, de calendrier, dépendent des fournisseurs et plus exactement du chiffre d'affaires réalisé donc, par donc, le fournisseur au titre donc, de l'année, hein, donc, lors du dernier exercice clos. Et nous distinguerons si le chiffre d'affaires est inférieur ou non à 350 millions d'euros. Alors prenons la première hypothèse. Donc pour les conventions 441.4, 443-8, pour ces fournisseurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 millions d'euros, les dates, on va dire butoirs, hein, donc les dates extrêmes donc de la séquencement ou du séquencement du calendrier sont les suivantes. Date butoir de communication des CGV au 21 novembre 2023. Les délais de réponse accordés donc aux acheteurs
ne sont pas donc modifiés parce que le texte donc parlait d'un délai et non d'une date, donc ces délais sont les mêmes. Lorsqu'il s'agira de l'article 443 donc -8, le distributeur aura 1 mois donc pour répondre comment dire, à l'offre qui lui est faite donc par donc le fournisseur au travers de ces CGV. Et puis s'agissant de l'article 441.4 en articulation avec l'article 441.3, il s'agira d'un délai raisonnable. Alors délai raisonnable s'entend du temps nécessaire pour permettre bien évidemment au fournisseur de recevoir donc cette réponse et de la traiter. La date butoir de conclusion de la convention est anticipée au 15 janvier 2024 au lieu de 1er mars. La prise d'effet donc de la convention et du prix convenu interviendront le jour suivant, donc 16 janvier donc 2024. Et l'échéance donc de cette convention formalisée pour l'année 2024 correspondra au 28 février donc 2025 ou au 28 février 2026 ou au 28 février 2027, selon que les parties auront choisi donc d'appliquer une durée annuelle ou pluriannuelle, puisque vous savez que la convention peut être donc conclue pour une durée d'au plus 3 ans. Alors, pour être tout à fait complet, le texte indique que les conventions en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la loi, prochainement, qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier donc 2024, prendront automatiquement fin le 15 janvier donc 2024. Donc, c'est un petit peu complexe pour dire que finalement, les accords 2023 ne pourront pas perdurer au-delà de la date butoir définie pour la convention donc 2024. Vous savez que les conventions, d'ici la réglementation actuelle, peuvent porter donc la durée jusqu'au 28 février de l'année donc N+1. Donc quand on discute de N, on pourrait donc aller jusqu'au 28 février de l'année N+1. Eh bien, ça ne sera pas ou plus possible du fait donc de ce nouveau texte. La deuxième situation vise le fournisseur dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros. Pour vous faire tout le cursus, donc simplement vous indiquer que la date butoir de communication des CGV est au 5 décembre. La date butoir de conclusion de la convention est au 31 janvier donc 2024. C'était un souhait des PME, PMI, de pouvoir donc passer avant les multinationales parce que il est plus difficile évidemment de trouver de la place dans les linéaires lorsque les multinationales ont finalisé leurs négociations. 1er février 2024, prise d'effet de la convention et du prix convenu, ça c'est logique, puisque c'est le jour suivant de la date butoir de conclusion de la convention, et les termes ne sont pas donc changés, puisqu'on est toujours sur une durée d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans. Même chose pour la mention spécifique des conventions 2023 pour application donc 2024, pas de possibilité de dépasser donc la date butoir. Et comme le législateur a bien travaillé, il a également articulé donc les dates qui correspondent au dispositif expérimental applicable donc lorsqu'on n'a pas d'accord aux dates butoirs. Il les a adaptées aux situations aux deux situations que nous venons de voir. Voilà. Donc vous reprendrez le support à tête reposée et vous verrez qu'effectivement tout fonctionne, tout paraît relativement cohérent. À une exception près, et peut-être que la table ronde nous apportera une solution, nous on n'a toujours pas. Cette date du 1er septembre 2023 nous interpelle, parce que c'est assez peu cohérente avec l'articulation des calendriers, aujourd'hui en tout cas par rapport à la réglementation. Alors s'agit-il de la prise en compte ou non des prix amenés par le phénomène de déflation qu'on a voulu gérer ici dans le dispositif? Sans doute, sans doute. Mais effectivement, là pour l'instant, le cabinet n'a pas pris suffisamment de recul pour donc vous donner une réponse officielle sur le sujet. Voilà. Et puis sur les... Alors, peut-être sur les sanctions, Audrey, si vous pouvez passer les sanctions tout de suite. Donc les sanctions sont lourdes, puisque le non-respect des dates butoirs entraînera une amende administrative, donc contrôlée évidemment par l'administration et appliquée par l'administration, avec un recours possible évidemment devant le juge administratif, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et 5 millions d'euros pour une personne morale, et ceci par infraction constatée. Donc c'est du lourd. Non, vous n'y êtes pour rien, c'est clair. S'agissant des délais de communication, du non-respect des délais de communication, on est sur une amende administrative donc plutôt classique, que nous connaissons déjà, donc de l'ordre de plafond de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, les deux personnes pouvant être évidemment poursuivies concomitamment. Alors juste le slide d'avant, Audrey, s'il vous plaît. Alors, je me permettrais juste une question, pardon. Oui, bien sûr. Qui est responsable en cas de non-signature pour les 5 millions? Les deux. Les deux, Les deux. Les deux, parce qu'en fait, une convention, ça se signe à deux.
Alors après, libre au juge donc de dire qui est plus responsable que l'autre, ou de poursuivre qui entend poursuivre. Enfin là, ce sera de toute façon CRF qui passera donc en premier rang. Logiquement, les deux parties sont en infraction. Ça promet de beaux débats. Merci, pardon. Je vous laisse continuer. Mais aussi une application peut-être stricte, en corollaire. Alors, il y a pas mal de points de discussion, c'est pas du tout exhaustif, parce que vous comprenez qu'on traite la question à chaud, c'est le 6 novembre, donc nous avons eu ce texte de la CMP. Premier point, peut-être, alors, au-delà de la date du 1er septembre, que sont devenus les produits donc à cycle donc, de commercialisation particulier. Donc là, on n'a pas évoqué. Alors, le foie gras, il faudra se débrouiller, donc pour l'instant, on n'a pas trop d'éléments qui nous permettent de nous renseigner sur le sujet. Que vise-t-on par produits de grande consommation? Est-ce que ce sont les produits qui sont visés par l'article 441.4, produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation? Ou faut-il prendre de façon plus stricte la liste donc, des produits donc, de grande consommation définis par l'article D441-1? Alors, je ne vais pas rentrer dans la cuisine juridique, mais si on est sur 441.4, c'est très certainement la liste. Si on est 443-8, le sujet se pose parce que c'est pas dit dans le texte. Notion, vous voyez, les juristes peuvent rajouter aussi des difficultés. Notion de produits commercialisés sur le territoire français. Alors ça, c'est une notion que nous avons déjà rencontrée avec donc, la loi dite Descrozaille, et particulièrement, quid du produit vendu en France et destiné donc, à l'export? Est-ce qu'on a voulu les viser ou au contraire, non? Problème particulier du distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire. Alors, la difficulté ne sera pas tellement de définir ce qu'est la prédominance alimentaire, puisque les nomenclatures INSEE ont déjà donc défini ou approché donc, ces notions par notamment les notions de chiffre d'affaires. La question pourrait être celle d'une centrale d'achat ou d'une centrale donc, de référencement d'un distributeur, partant du fait que la notion de grossiste a été donc, assez contestée et challengée par la loi dite Descrozaille, est-ce qu'une centrale d'achat de Leclerc ou d'Intermarché se trouve visée par cette notion de distributeur exerçant une activité de commerce de détail? Il y a des possibilités de considérer que oui et d'autres non. Et puis, la place des MDD est assez interpellante parce que les MDD, c'est quand même 18 à 20% donc des références d'un hypermarché. C'est 40% environ, je parle sous le couvert de Jacques, mais j'ai entendu ça par le président de la Gros Mousquetaire, alors je dis ce que j'entends. Donc globalement, il disait que c'était 40% donc, du chiffre d'affaires d'un magasin. Et bien là, est-ce que ces produits MDD se trouvent visés ou non? Alors, si on parle de pouvoir d'achat, ça peut être assez interpellant quand on voit la progression, et vous le savez, donc des MDD aujourd'hui, de ne pas peut-être considérer que le MDD se trouve dans le dispositif d'incitation à la réduction donc, de prix plus rapide. C'est un vrai débat. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et maintenant je laisse la place. Rejoignez-nous, mettez-nous avec nous. Donc Marie Buisson, Jacques David, Thibaut Buissonnière, ma question elle va être très simple et je vais commencer avec Marie. Finalement, tout ça, ça va simplifier les négociations ou les complexifier? Comment vous jugez ce nouveau dispositif? Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette matinée. Concernant ce nouveau projet de loi, le législateur ou plutôt le gouvernement a prévu de bouleverser le calendrier des négociations commerciales avant même que la loi Descrozaille finalement n'ait l'occasion d'être appliquée. Donc encore une fois, on est sur des lois de réaction, des lois d'urgence. Je pense qu'il faut quand même avoir à l'esprit le délai dans lequel ce projet de loi a été adopté. Il a été présenté en Conseil des ministres uniquement le 27 septembre. Il va être publié dans les prochaines semaines. Donc on est vraiment sur une loi d'urgence qui va donc bouleverser le calendrier des négociations commerciale. On n'est pas vraiment sur un renforcement du cadre légal. Là, on est vraiment sur une volonté politique. C'est un fondement beaucoup plus politique que juridique. On va clairement se le dire. On est à notre 4e loi en 5 ans. Nous, on a peur évidemment d'effets de bord sur la qualité des accords, clairement, parce que on a besoin d'un minimum de temps pour négocier, que ce soit fournisseur ou distributeur, pour négocier des plans d'affaires. On fait avant tout du business. Négocier en quelques rendez-vous de négociation, ça va forcément avoir des répercussions sur la qualité des accords. La grosse nouveauté qu'on a, c'est qu'on introduit pour la première fois une distinction de régime en fonction des tailles d'entreprise. Et ça,
ça. Voilà, certaines organisations professionnelles. C'est une grande première, hein, ça n'existait pas avant. C'est une grande première. On a toujours, pourtant, nous, en tout cas, côté de l'ANIA, lutté contre ça parce qu'on est l'industrie agroalimentaire, qu'on soit petit ou grand, on a tous cet objectif de souveraineté alimentaire et on n'est pas nécessairement pour un code de commerce à deux vitesses. Ça peut poser évidemment non pas des questions de distorsion de concurrence, mais à minima des questions d'équité parce qu'on a des entreprises qui sont sur un même marché. Certaines vont négocier jusqu'au 15 janvier, d'autres jusqu'au 31 janvier entre un premier ou un deuxième concurrent. Donc ça va poser des questions, ça c'est sûr. Ça va participer à l'apaisement du climat des négociations commerciales, c'est certain. Donc sur ce point-là, on a quand même des craintes et puis ces seuils, selon nous, sera nécessairement du coup des effets de bord. Voilà, moi j'avais retenu de la journée LSA que la directrice des achats d'Auchan avait parlé d'abattage, mais je pense sincèrement qu'on va être dans ce point-là et on est face à des juristes. La vigilance, on se dit depuis plusieurs années qu'on parle que de juridique, qu'on parle plus de produits en fait, alors que nous on vend des produits, c'est notre métier, on fait du commerce avant tout. Là, j'ai peur qu'on parle que de prix. On va parler de prix. Moi, je peux me permettre de le dire. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, certaines personnes ont cru que la négociation commerciale se résumait aux tarifs, ont oublié toute la construction, tous les plans d'affaires? Complètement. Ah bah si, ça a été et c'est pas faute de nous être exprimés sur ce point. Et je pense que la crainte qu'on a, donc c'est sur la qualité des accords évidemment. Qui porteront sur les prix avec une volonté de déflation de la part des distributeurs, mais aussi du coup à ce que le juridique, on est quand même, on le sait, on a un cadre juridique qui est complexe, là passe un petit peu, voilà, que les contrats soient signés à la va-vite. Donc c'est aussi la vigilance des directions juridiques et évidemment des conseils de faire attention à la relecture de l'ensemble des conventions qui vont être signées, parce que mine de rien, on a des clauses qui ont des effets très importants, les clauses de révision automatique, les clauses de renégociation. On sait que c'est des clauses qui nécessitent un certain temps de négociation et là, je pense que on risque d'avoir des surprises dans les conventions qui seront signées. Donc voilà, on va rentrer encore une fois dans une période particulière. Chaque année, on se le dit, mais alors là, je pense que ça va être vraiment particulier cette année et ça va être, je pense, tant du côté des directions des achats des enseignes que du côté des directions commerciales. Donc il faudra voilà aussi un maximum de bonne foi et de bienveillance dans la relation commerciale les uns envers les autres pour fluidifier tout ça, mais voilà, mais à ce stade on constate que les négos n'ont pas encore trop commencé. Ça va, je pense, s'accélérer dans les Je vous demanderai prochains après jours. quels sont vos échos des premières discussions. Pour la coopération agricole, Thibaut Buissonnière, les premières remarques, les premières analyses. Tout d'abord, merci à Fidel pour l'invitation à cette matinée. C'est toujours un plaisir de porter la voix des coopératives qui représentent 40% du secteur de l'agroalimentaire. Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses dans l'année qu'on vient de vivre, en effet, entre la proposition de loi Descrozaille, qui à nos yeux était très utile et nécessaire, voire même indispensable, et ce texte-là, qui pour le coup, que l'on considère bâti de manière assez hors sol. Hors sol parce que on est dans une loi, Marie l'a dit, de réaction avec un pouvoir politique qui pense que la question du pouvoir d'achat va pouvoir se régler via la modification du titre 4 du livre 4 du Code de commerce. On pense fondamentalement à la coopération agricole que c'est pas le bon levier pour rendre une alimentation plus accessible et on n'est pas dans les bons leviers à activer pour demain, en effet, favoriser une consommation et une production alimentaire qui répondent aux besoins des consommateurs français. Parce que au-delà du prix, on a bien entendu aussi la question des importations qui est de plus en plus importante. On le voit, les Français consomment des produits qui viennent beaucoup de l'étranger. Ils ont baissé en gamme et aujourd'hui, on a une difficulté, nous, au niveau du secteur agro-industriel et au niveau des coopératives, à répondre à cette demande-là. Et on voit bien que la politique de montée en gamme qui a été prônée, elle trouve quand même
ses limites avec ce texte qui est un texte d'urgence. Et on voit bien que là, il y a quand même des injonctions contradictoires pour les opérateurs économiques entre, d'un côté, cette philosophie Egalim qui se déploie quand même depuis plusieurs années, qui vise à monter en gamme et à offrir une alimentation saine et durable aux Français, et ce texte-là, dont l'objectif était de faire baisser les prix en rayon. C'était ça l'objectif du gouvernement. On pense que, au regard, en effet, des tarifs qui vont être adressés, la baisse va pas être au rendez-vous. C'est pas gagné. Donc le pari du gouvernement est très loin d'être gagné sur ce texte-là. En revanche, pour revenir sur les propos aussi de Philippe tout à l'heure, on voit bien qu'en effet il y a eu une accumulation de lois ces dernières années, mais on considère que la proposition de loi Descrozaille était vraiment pour le coup indispensable dans cette année-là. C'est vrai que c'est exceptionnel, 2 lois votées en une année, mais cette loi, et je me permets de le rappeler parce qu'après c'est pas évoqué dans la matinée, c'est cette loi-là qui permet de proroger l'encadrement des promotions et de proroger le dispositif du SRP plus 10. L'encadrement des promotions, c'est un dispositif phare des Egalim, et c'est vrai que nous, nos adhérents, je pense en particulier aux laitiers, mais pas que, il est hors de question pour nos éleveurs de revoir dans les rayons un pack de lait offert pour un pack de lait acheté. Donc mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir, je pense en tête. Proroger le SRP plus 10, sauf pour les fruits et légumes, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. La coopération agricole, les fruits et légumes, vous connaissez. Tout à fait. Et en effet, on avait porté une exemption pour les fruits et légumes, puisqu'il y avait eu des effets de bord qui avaient été mis en avant sur les fruits et légumes. Et le débat sur l'encadrement des promotions et le SRP plus 10 va d'ailleurs revenir peut-être à la fin du mois, le 30 novembre. Il y a une niche parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale avec une proposition de loi qui vise à encadrer les marges des industriels, à plafonner le prix des achats de matières premières agricoles et de supprimer le SRP plus 10. Donc le débat n'est pas terminé et on attend en effet avec impatience le rapport du gouvernement sur le SRP plus 10 et sur ce surplus de marge qu'on estime entre 600 ou 800 millions d'euros qui n'a pas ruisselé. Ça, on n'y a pas cru dès le début, mais on aimerait maintenant en effet avoir des preuves tangibles. Plafonner le prix des matières premières agricoles, j'ai quand même cru comprendre qu'il y a des cours mondiaux également. Bon. Oui, c'est une proposition de loi, voilà. En effet. Ils ont le droit de proposer, comme on dit. Voilà, c'est LFI. Alors, Jacques Davy, pour la Fédération du commerce et de la distribution. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci à Fidal. Alors c'est marrant parce que je pensais avoir, en tout cas pour cette introduction, à dresser un portrait, en tout cas pas une évaluation, mais disons un point de vue sur la loi Egalim 3 ou Descrozaille, ou la loi ILEC, on pourrait aussi l'appeler comme ça. Et puis finalement, on parle d'un projet de loi qui effectivement est pris dans l'urgence, qui est sûrement perfectible, mais quel texte ne l'est pas. Et je pense en particulier effectivement à celui que je viens de citer précédemment. Cette loi, rappelons-le, est une loi qui a pour objectif de lutter pour le pouvoir d'achat, de faire baisser l'inflation des produits de grande consommation. On aurait peut-être pu ne pas avoir besoin de cette loi si les négociations, on va dire, engagées en 2022 entre les parties prenantes, entre les professionnels sous l'égide du gouvernement, je pense à la charte Ukraine ou des choses comme ça, n'avaient pas abouti à une succession de renégociations infra-annuelles qui ont abouti quand même à une augmentation du prix des produits alimentaires en particulier de 10%. Et lorsque le mouvement s'est inversé, lorsqu'on est passé d'une inflation à une déflation, la question c'est de se dire il faut que ce soit réversible. Et là, il y a quand même eu un gros blocage des industriels, en particulier des plus gros, du lobby des grands industriels, pour dire on ne bougera pas et il n'y aura pas de renégociation à la baisse.
Donc fatalement, après quelques incantations et quelques menaces, le gouvernement a décidé de prendre une loi dans l'urgence pour essayer d'appuyer sur le sujet et d'obtenir ce qu'elle n'avait pas pu obtenir. Alors certes, il y a eu des discussions avec les 75 plus grandes entreprises de l'industrie, en particulier agroalimentaire, mais pas que, on va dire des PGC. Mais enfin, le résultat est quand même très très décevant par rapport au mouvement haussier de l'année précédente. Donc voilà l'explication de cette loi. Moi, je la trouve tout à fait légitime dans son principe. Après, comme toutes les lois sur le sujet, il y a un problème de calendrier. Elle arrive à un moment qui tombe pas bien au regard de la construction des CGV, des tarifs, de leur envoi, etc. Rappelons également que la loi d'Escrozaille elle-même est intervenue un mois après la fin des négos 2023. Donc tout ça, c'est toujours, ça tombe toujours mal. Les lois Egalim, en particulier 2 et 3, sont des lois inflationnistes par construction. Et donc, elles n'ont fait qu'amplifier le phénomène. Donc, forcément, aujourd'hui, il faut donner un coup de frein. Le signal du gouvernement, je pense, est le bon. Il y a eu aussi un peu de name and shame à un moment, mais bon, l'objectif est redevenu plus institutionnel. Donc voilà. Donc sur ce projet de loi qui devrait rentrer devrait être adopté, voté et publié, je pense, la semaine prochaine. Écoutez, on l'appliquera. Alors effectivement, ça fait plaisir à personne, hein, ça fait plaisir à aucun des négociateurs, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, parce que la négociation va être d'autant plus rude que les délais sont raccourcis, c'est une évidence. Maintenant, n'oublions pas l'objectif et essayons d'obtenir le résultat attendu par les pouvoirs publics, ce qui est en général une position assez partagée par les distributeurs, qui sur le plan légal, moi je voudrais vous le dire, on est quand même une profession qui respecte la loi et qui l'applique. On n'est pas là pour la contourner, on est là pour l'appliquer. Encore faut-il la comprendre, en avoir la bonne interprétation, et au regard des risques encourus avec les amendes un petit peu, et c'est peut-être là le point, je dirais, un peu plus défavorable de ce projet de loi, c'est-à-dire l'augmentation, en particulier pour une mesure très ponctuelle, 2024, mettre des sanctions à 5 millions d'euros au maximum. Je pense qu'on a touché, je ne vais pas dire le fond, mais enfin, voilà, quand il n'y a plus... quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite, c'est-à-dire qu'on est hors de la proportionnalité, je pense, liée aux sanctions. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça n'apporte rien, ce d'autant qu'on sait que cette année, les négociations vont être d'autant plus compliquées qu'elles ont été avancées. Donc, je comprends pas très bien l'objectif, à moins que l'objectif soit ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. 2 points, juste pour terminer. La différenciation, elle existe dans ce projet de loi, ne serait-ce que parce qu'elle ne concerne que les distributeurs de produits de grande consommation, c'est-à-dire la GSA. Et donc, il y a quand même d'autres secteurs qui ne sont pas concernés, côté distributeur, et puis côté fournisseur. La différenciation, effectivement, se fait. Et d'ailleurs, elle avait été suggérée fortement par la FEF, d'ailleurs, qui n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si on les verra. Non, je crois qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Bref, ils avaient initié, ils avaient commencé à poser le sujet, ce qui est quelque chose de très intéressant. Alors, on peut discuter du seuil de 350 millions, mais un fait est qu'on ne négocie pas côté distribution avec une PME comme on négocie avec Procter, L'Oréal ou Nestlé, évidemment. C'est une question de bon sens. Donc voilà, donc cette différenciation, de mon point de vue, est une piste à étudier pour un prochain texte, puisque de toute façon, il y en aura. Un texte, mais peut-être avec une vision un peu plus constructive, prospective et aussi simplificatrice des dispositions actuelles. Et puis, par rapport à ça, pour conclure, est-ce que le premier des sujets n'est pas de repenser l'annualité, le cycle, le calendrier des négociations qui, aujourd'hui, ne correspond pas à la réalité. Alors, il ne s'agit pas de faire des lois de circonstances en permanence, mais on voit bien que la négociation annuelle, en tout cas avec son cadre rigide du 1er mars, ne correspond plus à la vie économique d'aujourd'hui. Donc, la question peut être posée de ce point de vue-là aussi. On imagine effectivement que la boîte de Pandore sera ouverte dans quelques semaines. On sait très bien qu'il peut y avoir de bonnes choses, mais qu'il peut aussi y avoir quelques délires. Sur cette question, quelles sont vos demandes à l'ANIA ou à la coopération agricole si tout doit être remis à plat? La fin de la date butoir, vous êtes pour? Vous dites attention? Quelles sont vos premières remarques?
Déjà, sur ce point, on est quand même satisfait que ça n'ait pas figuré dans le projet de loi, parce qu'au début, on a eu des bruits de couloir, et là, on s'est dit, waouh, si on fait sauter la date butoir et l'ensemble des dispositions de Egalim 1, d'Egalim 2 qui dépendent de la date butoir, on ferait une sacrée bêtise. C'est vraiment je pense une décision à prendre presque de manière collective, mais surtout de manière posée. Donc on a cette mission gouvernementale qui a été annoncée pour réformer le titre 4, pour réformer le droit commercial, et je souligne bien le mot commercial, c'est bien, il faut que ce droit redevienne un droit accessible aux commerciaux, aux patrons de PME. Maintenant, faudra faire attention, parce que on est sur un château de cartes qui est vraiment très sensible. On a des bonnes choses dans ces lois Egalim 1, Egalim 2, d'escrozaille, qui participent. On a vu là une meilleure rémunération des agriculteurs. Il y avait eu le rapport IGF qui avait vraiment pointé du doigt une augmentation des marges des producteurs agricoles. C'est bien. Il ne faudrait pas tout remettre à plat et croire que l'inflation dépend de la date butoir. C'est une hérésie. Dans nos pays voisins, il y a eu la même inflation, si ce n'est plus forte. Donc nous, voilà, sur la date butoir, on n'est pas nécessairement fermé. On sera vraiment ouvert à la discussion, aux échanges. Une piste, nous, qu'on avait, et on l'avait eu au moment des EGA, c'était en effet de se dire que cette période de 3 mois pour négocier est peut-être un peu trop longue, qu'en 2 mois, on devrait, si on est bien préparé, arriver à se mettre d'accord. Donc la date du 31 janvier, on en avait déjà parlé lors des EGA, peut-être du coup qu'elle reviendra sur la table. Voilà, l'idée après, c'est de ne pas rentrer dans une négociation permanente. Encore une fois, c'est quand même une date protectrice pour les industriels, protectrice aussi permettant les contrôles de la DGCCRF. C'était ça avant tout l'idée de cette date butoir. Donc voilà, on participera aux échanges et à la rédaction du nouveau texte. Mais encore une fois, il va falloir aller vite, parce qu'il va y avoir une mission gouvernementale et ensuite une nouvelle loi. Il ne faudrait pas se retrouver en fait en novembre prochain avec une loi qui va arriver juste avant les négos 2025, parce qu'à chaque fois, ça arrive vite. On termine à peine les négos qu'on commence les suivantes, quoi. Thibault. Premièrement, on attend déjà la lettre de mission du gouvernement sur le périmètre exact de ces travaux qui vont s'ouvrir. S'agissant de la question, en effet, de la date butoir qui sera forcément évoquée dans le cadre de ces travaux, pour le coup, ça fait partie d'un des principes assez clairs dans la loi. On peut considérer en effet qu'avec l'accumulation des textes, le titre 4 et le livre 4 ressemblent parfois peut-être plus à des lignes directrices qu'à une loi avec des principes clairs. Donc il y a sûrement peut-être une simplification ou un toilettage à faire de certaines dispositions. Mais en tout cas, sur la date butoir, ce qui est clair, c'est que nos adhérents ne souhaitent pas tomber dans une négociation permanente. Et aujourd'hui, on a eu des dispositions et des dispositifs dans le cadre des lois Egalim, comme les clauses de révision et de renégociation, qui aujourd'hui sont perfectibles, qui pourraient être amenés à être améliorés, peut-être avec des travaux dans le cadre de la médiation des entreprises ou avec le médiateur des relations commerciales agricoles, peut-être aussi passer par ces biais-là, par de la soft law, pour aussi mieux expliquer, comme le soulignait aussi Madame la sous-directrice, d'être dans une logique de co-construction et d'éclairage de l'administration sur ces textes-là. Eh bien, merci. De toute façon, on va vous revoir tout au long de la matinée. Je me posais une petite question technique. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Le plafond des 350 millions, je suis une petite PME. Je livre la grande distribution. Je suis racheté par un plus grand groupe qui ne travaille absolument pas avec la grande distribution, uniquement avec la restauration. Je suis où dans le plafond ? Sauf erreur de ma part, mais encore une fois, je parle donc d'un texte à chaud. Je n'ai pas vu de dépeçage donc en fonction de l'approche sectorielle, de l'appartenance sectorielle. On parle de chiffre d'affaires global, on parle de chiffre d'affaires consolidé ou combiné. Donc mon petit statut de PME, je le perds totalement et je passe dans le. Pour moi, la réponse serait plutôt celle-là. Ça serait plutôt là. À vérifier. Merci de la réponse. Merci à vous. On va dire de cette table ronde d'ouverture de la matinée. Et